Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau Vlogmas aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin des Vlogmas, donc plus que quelques jours avant le 24. Alors aujourd'hui moi je suis très contente parce que j'ai réussi ce matin à quasiment finaliser mes courses de Noël. Donc petite astuce, si vous pouvez, allez-y tôt le matin ou juste avant le repas, parce qu'il y a beaucoup moins de monde que l'après-midi ou en fin de journée ou pire le week-end. Donc si vous pouvez vous libérer peut-être même 1 heure pour aller faire vos courses rapidement. Là, il n'y avait personne ce matin dans les magasins. Alors, je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir avec les courses de Noël. C'est le sujet de la procrastination. Parce que moi, depuis environ 1 semaine, j'ai beaucoup de mal à travailler. Donc la fatigue s'accumule quand même. Et je sais que quand je dois faire un travail plus de bureau, c'est plus difficile pour moi quand je suis fatiguée de me concentrer longtemps. Mais quand même, j'ai l'impression que je procrastine. Et ça m'arrive voilà, de temps en temps. Je suis pas souvent en train de procrastiner, honnêtement. Mais là, en ce moment, c'est vraiment très dur. Et du coup, je fais des journées interminables pour compenser, on va dire, la procrastination que j'ai dans mes journées. Parce que du coup, j'ai plein de temps où je fais des petites tâches, où j'avance pas, où je pinaille sur des petites choses. Et du coup, mes actions, elles avancent pas. Et du coup, le soir, je n'ai pas fini ma journée. Et du coup, je dois passer ma soirée sur mon travail parce que j'ai pas le choix, il faut que je fasse certaines choses. Donc la procrastination, c'est vraiment horrible. C'est l'inverse de la productivité, quoi. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est quand on remet les choses importantes ou les choses difficiles ou les choses tout court au lendemain, où on n'arrive pas à faire dans le temps qu'on a en fait les choses. Donc parce qu'on se disperse en fait. Donc il y a plusieurs types de procrastination qui sont un peu différentes. Et moi, j'avais jamais analysé un petit peu quel est mon type de procrastination et du coup comment je peux faire pour ne plus procrastiner et être plus efficace. En fait, en fonction du type de procrastination, vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions. Donc voilà, dans cette vidéo, du coup, j'ai pensé à faire cette vidéo et à voir avec vous un petit peu les différents types de procrastination pour voir un peu quel type vous êtes de procrastineur. Essayez de vous reconnaître dans un des 5 types que je vais vous citer tout de suite. On est tous un peu un des 5, hein, ou des fois on a plusieurs types qui peuvent s'appliquer à nous. Alors le premier type de procrastineur, c'est le procrastineur perfectionniste. Alors moi je ne pense pas que je suis dans ce cas-là. C'est les personnes qui veulent tellement bien faire et qui sont tellement sur des petits détails, qui ont du mal à prendre du recul sur le travail qu'elles sont en train d'effectuer, que du coup elles n'arrivent jamais à finir. Elles sont toujours en retard dans tout ce qu'elles font. Elles n'arrivent pas à rendre, par exemple, un projet dans les temps. Si vous êtes étudiant, ça va être l'étudiant, par exemple, qui veut faire des fiches pour mieux réviser, qui va mettre à jour ses cours avec plein de stabilos. Vous savez, l'étudiant, on l'a tous connu, qui a des cours magnifiques, mais il passe tellement de temps à faire ça que finalement, il passe pas de temps à apprendre ses cours. Parce qu'il est tellement perfectionniste, ou il a l'impression qu'il faut qu'il réécrive ses cours au plus propre, etc. Si vous êtes dans un bureau, c'est celui qui fait sa présentation, qui ne finit jamais sa présentation ou son rapport parce qu'il a toujours des petites choses de forme à faire et donc il va perdre énormément de temps en fait sur sa présentation. Donc vous voyez, quand on dit t'es procrastineur, on a un peu l'impression, enfin moi en tout cas je pensais que c'était un peu t'es feignant, tu n'arrives pas à t'y mettre, mais en fait pas du tout. Au contraire, ça peut être une personne qui fait beaucoup de choses mais qui n'avance pas parce qu'elle est trop perfectionniste. Je ne pense pas que ça soit mon type de procrastination. Deuxième type de procrastineur, le procrastineur imposteur. Donc celui-ci, c'est celui qui n'ose pas vraiment avancer dans son travail ou rendre un travail parce qu'il a l'impression que il n'est pas assez bon pour faire ce travail. Donc c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, le masque de l'imposteur, c'est que vous vous dites, on m'a donné ce travail à faire ou j'ai ce travail à faire, je l'ai accepté, mais en fait je ne sais pas si je vais y arriver. Et du coup, comme vous doutez de vous, vous n'avancez pas. Vous avez un petit peu la peur qui vous paralyse. Donc, ou alors vous avez fait un travail, mais vous n'osez pas le montrer parce que vous avez l'impression que c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. C'est pas comme perfectionniste, c'est pas à vous attarder sur les détails. Là, c'est vraiment, vous avez l'impression que c'est pas bon. Et du coup, ça vous bloque. Vous êtes un peu paralysé par la peur. Alors moi, ça m'arrive parfois. Quand je dois faire des nouvelles choses que je n'ai jamais faites, et pourtant je suis motivée parfois, j'ai du sens à le faire et tout, mais je me dis, mais j'ai jamais fait, et du coup je repousse au lendemain. Donc là, j'attaque même pas le travail en fait. Je me dis, oui, je commencerai demain, ce truc, c'est un gros truc que j'ai jamais fait, je vais avoir des difficultés, je me fais un peu une montagne du truc, et je me dis, je commencerai demain. Et puis du coup, je fais des autres tâches le lendemain, et je me dis, je commencerai demain. Et vous voyez, je peux repousser comme ça, et je commence même pas le travail en fait. Parce qu'une fois que je l'ai commencé, en fait, après, je vois que j'y arrive, et que j'avance, donc ça me rassure, et donc ça va. Donc ça, c'est plus de la procrastination avant de commencer un travail.
Ensuite, vous avez le procrastinateur craintif. Donc celui-ci, c'est celui qui procrastine par ennui. Donc c'est un travail qu'il n'a pas envie de faire tout simplement parce que ça l'ennuie. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc ça aussi, moi parfois, je le fais. Par exemple, la comptabilité. C'est genre, je me dis, je le ferai là à la fin du mois. Je veux toujours le faire au fur et à mesure du mois pour que ça aille plus vite, etc. Mais finalement, je repousse parce que c'est une tâche qui m'ennuie. Et donc, bon, après, j'arrive quand même à rendre dans les délais, donc je procrastine pas vraiment, mais c'est pas quelque chose... Vous voyez, les tâches qui vous ennuient, j'en ai d'autres en tête. Et là, en ce moment, je pense que c'est un peu ça. Ce sont des tâches que j'aime pas faire, mais que je dois faire. Voilà, c'est la fin d'année, je dois rendre des choses. Mais c'est des tâches, des fois, que j'aime pas faire, et c'est un peu par ennui. Je me dis, il y a toujours quelque chose de plus intéressant à faire que ça. Et donc, je procrastine par ennui. Ensuite, vous avez le procrastineur, submergé. Celui qui ne sait pas par où commencer, qui a tellement de tâches qu'il n'arrive pas à prioriser. Donc en fait, ça peut arriver aussi à des personnes qui travaillent seules quand on n'a pas de priorités qui sont données, par exemple par un supérieur, et qu'on doit nous-mêmes donner ses priorités. Si on a du mal à décider, si on est quelqu'un qui a du mal à décider, ça peut être... On peut vite tomber dans être submergé par toutes les tâches, ne plus voir celles qui sont les plus importantes, les plus urgentes à faire. Donc ça, moi, ça peut m'arriver quand je commence à avoir vraiment trop de travail. Ça m'est arrivé la semaine dernière, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêtée et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus urgent? Et vraiment, fais premier pas par premier pas. Arrête décide, en fait, décide. C'est quand on est dans l'indécision, ça. On est dans l'indécision et on ne sait pas par où commencer, du coup, on fait rien. Et on est complètement bloqué, on peut avoir vraiment un blocage mental. Ça peut arriver aussi quand vous êtes étudiant et que vous devez réviser tout un tas de matières. C'est le mois de décembre, il y a alors les partiels, il y a je sais pas combien de matières à réviser, et du coup vous ne savez pas comment faire et comment prioriser les matières, comment organiser vos journées, et du coup vous faites rien, vous repoussez. Et le dernier type de procrastination, c'est ce qu'on appelle le procrastineur chanceux, et ça c'est la personne qui se dit qu'elle ne peut pas correctement travailler sans être sous pression. Donc elle attend tout le temps le dernier moment, mais ça peut être inconscient ou même conscient, en se disant de toute façon, je sais qu'au dernier moment, je vais le faire parce que j'aurai pas le choix, je serai dos au mur. Et du coup, je vais, avec le pic un peu d'adrénaline, c'est ça qui va me faire avancer sur ma tâche. Donc ça, c'est des gens qui sont tout le temps en train de faire au dernier moment les choses. Donc moi, j'ai aussi été dans ce cas, un peu moins maintenant, parce que le fait de travailler à mon compte, c'était pas gérable, quoi. J'avais vraiment des gros pics, et après je faisais rien, après j'avais des gros pics. Je me suis dit, bon, il faut que je m'autorégule parce que c'est trop fatigant. Et du coup, j'arrive maintenant quand même plus, mais j'ai quand même des petites sensations de pic. Moi, le délai pour moi est très important. Quand je donne une date sur quelque chose, je veux absolument atteindre la date. C'est très important pour moi. Je n'aime pas dire une date et pas être dans ma date. Parce que pour moi, c'est honteux pour moi. Donc du coup, je peux travailler effectivement les 2 derniers jours comme une malade pour arriver à tenir mon délai. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis pas fatiguée. On est à l'adrénaline, ça nous tient, je peux travailler facilement jusqu'à 2h du matin, alors que la semaine d'avant, j'étais incapable de travailler jusqu'à 20h, quoi. Vous voyez, ça, c'est aussi les pics d'adrénaline. Ça me le fait quand même de moins en moins parce que je m'organise de plus en plus. En fait, j'ai l'impression que plus je vieillis, moi, ça me le fait, ça. Mais quand j'étais jeune, c'était tout le temps. Alors, qui n'a jamais fait ça? Rendre un truc à la fac ou à l'université ou dans votre école, de rendre le truc, vous avez travaillé toute la nuit pour le lendemain matin, quoi. Et en fait, vous aviez 3 mois pour le faire et vous avez fait ça les 4 derniers jours. Les étudiants qui regardent ma chaîne, je sais qu'il y en a, ils se reconnaîtront quand ils doivent rendre un dossier ou qu'ils doivent faire une présentation qu'on leur demande depuis 6 mois et ils ont travaillé comme des malades 4 jours avant, ils arrivent aux présentations, ils ont des grosses cernes, on les voit quand on est en jury, on sait qu'ils ont tout fait au dernier moment. Alors le travail est quand même fait, mais à quel prix et qu'est-ce que ça leur a coûté comme énergie, quoi. J'ai moi-même des enfants qui sont étudiants et j'ai parfois participé à ça aussi en tant que parent avec mes enfants quand ils voyaient qu'ils avaient un truc à rendre et qu'ils avaient besoin d'aide au dernier moment et que je les aidais tard dans la soirée ou dans la nuit ou la semaine avant les partiels. En tant que parent, je suis sûre que vous connaissez ça aussi, d'aider vos enfants au dernier moment parce qu'ils ont des trucs à rendre ou des trucs à vous montrer, à faire corriger. Alors lorsqu'on est un procrastineur submergé, donc on ne sait pas par où commencer, comment faire pour avancer. En fait, là, ça va être d'arriver à prioriser. Donc là, il faut vraiment, je vous dis, j'ai fait ça la semaine dernière, il faut s'arrêter, tout arrêter, prendre un planning, prendre votre agenda, prendre un papier si besoin, un carnet, et noter tout ce que vous avez à faire, toutes les tâches. Ensuite, en face de chaque tâche, vous allez noter à peu près le volume pour chaque tâche, en heures, en jours. Essayez d'estimer. Si vous n'y arrivez pas tout seul, essayez de vous faire aider par quelqu'un, un collègue, un supérieur. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire aider par une coach.
parce que j'avais des volumes importants de travail et je ne voyais pas par où commencer, qu'est-ce qui était le plus urgent, etc. Et donc j'ai dû faire ce travail-là là, il y a quelques semaines sur des grosses choses. Je me suis dit mais je vais pas y arriver. Là j'ai un nouveau projet pour 2024 aussi qui est assez long sur plusieurs mois. Et ben j'ai quelqu'un qui m'aide pour me dire on va commencer par ça, ensuite le mois d'après tu feras ça, et voilà, prioriser. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est supérieur au niveau hiérarchique, ça peut être juste quelqu'un qui est plus expert que vous dans cette tâche-là. Parce qu'en plus là c'est une tâche nouvelle par exemple pour mon nouveau projet. Donc quelqu'un qui connaît mieux le métier que vous sur ce truc-là peut vous aider à prioriser. Et aussi quelqu'un, même des fois, qui connaît rien à votre boulot, mais qui est juste qui a un lâcher-prise du coup parce qu'il n'est pas inclus dans votre travail. Votre mari, votre femme, elle peut vous aider aussi. Vous allez lui dire j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et la personne elle va vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui est dans ton objectif? Si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu peux enlever? Si tu enlèves ça, qu'est-ce que ça fera derrière? Vous voyez, en fait, des questions basiques pour dire ok, ben en 1 je fais ça, en 2 je fais ça, en 3 je fais ça. Moi je vous ai déjà expliqué que j'ai un carnet où toutes les semaines je note mes priorités pour la semaine d'après. Je suis ça aussi mensuellement, j'ai des objectifs mensuels, et j'ai des objectifs journaliers. Donc en fait mes objectifs généraux, je les découpe comme ça en objectifs mensuels, hebdo et journaliers. Et comme ça, bah, ma priorisation, elle est toute faite. Je me pose pas vraiment de questions. Je me repose la question, c'est quand c'est un nouveau projet que j'ai jamais fait, et là, ça remet un peu en balance tout ce que j'ai l'habitude de faire, donc là, des fois, j'ai besoin d'aide. Pour le procrastinateur imposteur, là, il va falloir travailler sur ce syndrome de l'imposteur. Donc ça, j'y ai fait face aussi. Je l'ai un peu moins, je peux l'avoir encore vraiment si c'est des nouvelles missions que j'ai jamais faites, où je dois vraiment inventer quelque chose, par exemple créer un nouvel atelier, ou vous voyez des choses, je me dis est-ce que je vais être capable de... Par contre, je sais que je l'ai déjà fait pour d'autres thèmes, donc je sais que je suis capable, mais je peux avoir un petit coup de stress comme ça où je me dis, des fois vous savez, la mission, on est content de l'avoir, mais on se dit en même temps, est-ce que j'aurais mieux fait de pas l'avoir, parce que je ne sais pas si je vais y arriver. Et ça, c'est le syndrome d'imposteur qui revient, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà fait. Par exemple, il y a des missions que je fais dans des entreprises, je les ai déjà fait, mais je sais pas, 100 fois. Le même genre de mission. Mais la 101e fois, je vais encore me dire « Ah, mais est-ce que je vais y arriver ?» Et j'ai quand même une petite angoisse, comme ça, un petit stress. Et je sais que c'est ce syndrome de l'imposteur, il est très très long à partir. Il faut vraiment que vous ayez plusieurs feedbacks positifs sur votre travail pour que ce syndrome de l'imposteur, il commence à se dissiper. Et aussi qu'on travaille sur l'estime de nous-mêmes. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur l'estime de soi. Plus on travaille sur l'estime de soi, moins on a le syndrome de l'imposteur. Et plus on y va, on sort de notre zone de confort en fait, on traverse notre zone de peur avec plus de facilité. Et là, c'est des peurs en fait qui s'expriment. Donc ça, c'est travailler sur vos peurs, votre estime de soi, et puis demander des feedbacks positifs, si vous avez besoin sur des précédentes choses que vous avez faites, pour vous rassurer. En fait, là, vous allez avoir besoin de vous rassurer. Si besoin, vous pouvez aussi faire un exercice où vous écrivez vous-même. Mais attends, ça, est-ce que je peux y arriver? Oui, parce que je l'ai déjà fait un peu sous cette forme l'autre fois, l'année dernière, le mois dernier, et j'ai réussi cette mission. Pourquoi? Donc je vais y arriver, j'ai ce qu'il me faut en moi, je suis pas une imposteur, je pense que j'ai la légitimité pour le faire. Pour le procrastinateur perfectionniste, là c'est votre perfection qu'il va falloir travailler. Déjà, de comprendre pourquoi vous êtes aussi perfectionniste. Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Généralement oui, ça peut être ça. Ou ça peut être juste vous adorez quand les choses sont superbes, mais le problème c'est qu'on travaille toujours avec un temps. On ne peut pas travailler comme ça des mois et des mois et des mois sur des projets. Je ne connais pas d'entreprise ou d'économie où c'est possible. Peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a un moment où personne n'a de délai. Quand on est dans un travail, on doit quand même à un moment donné rendre quelque chose ou rendre des comptes à soit à nos clients, soit à nos collègues, soit à notre patron. Donc la perfection, on ne peut pas forcément l'atteindre. On doit faire avec le temps qu'on a. Le ratio temps et qualité de notre travail, il doit tout le temps être... moi ça j'y pense souvent. La balance, on va dire, qualité de mon travail avec le temps que j'ai, il faut l'accepter. Parfois je rends un travail, je sais que j'aurais pu mieux faire, mais j'avais tel temps, quoi. Et c'est pareil pour les révisions, vous savez, quand j'étais étudiante, je me disais toujours, par exemple, je prenais la chimie, et je me disais, il faut que je révise la chimie, et tant que je ne saurais pas bien la chimie, je passerai pas à une autre matière. Sauf que pour apprendre la chimie, il me fallait peut-être déjà une semaine. Et j'avais qu'une semaine peut-être pour faire toutes mes matières. Et donc, les autres matières, j'avais pas le temps de les faire, je les faisais en 5 minutes, et donc j'avais des mauvaises notes dans les autres matières, par exemple. Où je faisais toute la nuit, la veille, etc. J'arrivais pas, comme ça, à découper mon temps équitablement entre les matières, parce que j'étais trop perfectionniste sur une matière. Donc, il faut accepter. Vous allez peut-être passer à une autre matière sans avoir fini tous vos chapitres sur cette matière-là. Il y aura peut-être des impasses, il y aura peut-être des trucs que vous ne seriez pas allé à fond dedans, mais c'est comme ça, vous avez un temps donné, quoi.
Donc si vous avez 15 jours de vacances, moins peut-être les jours de Noël, etc., pour réviser vos partiels de janvier, découpez vos journées avec ce que vous avez à faire et faites-le dès le démarrage. Faites un planning. Ça, le planning, c'est ce qui va vous sauver. Sinon, vous allez commencer une matière et puis au bout d'un moment, il va rester 3 jours et vous n'aurez rien fait d'autre. Ça aussi, je l'ai vu avec mes enfants, je l'ai vu moi-même quand j'étais étudiante et je peux le voir aussi donc, dans mon travail. Parfois, je passe beaucoup de temps sur une mission et puis j'ai plus de temps pour les autres missions et je les fais à l'arrache et je suis pas contente de moi. Donc des fois, il vaut mieux passer effectivement moins de temps sur quelque chose, quitte à être moins bon ou à rendre un travail de moins bonne qualité, mais assurer ses arrières avec toutes les autres choses qu'on a à faire aussi. Est-ce que le client ou le collègue ou le prof, enfin la personne qui attend votre travail, est-ce que cette personne-là, elle sera plus contente si elle a un travail rendu dans le temps ou si elle a un travail de super qualité mais rendu, je sais pas, un mois en retard? Voilà, c'est aussi ça, moi, que je me demande souvent. Je me dis, ok, bah tant pis, je rends le travail, il est pas au top de ce que j'aurais pu faire, en plus j'étais peut-être pas super en forme cette semaine, j'ai fait comme ça, mais au moins je suis dans le timing et le client ou votre entreprise qui vous emploie est quand même content. S'il n'est pas content, il va vous faire un feedback et vous pourrez toujours modifier aussi peut-être. Si c'est pour vous le travail, c'est-à-dire que c'est vos révisions et c'est les notes, est-ce que vous voulez avoir 18 dans une matière et 5 dans les autres, ou si ça va, si c'est acceptable, si vous avez 14 partout? Et ne voulez pas toujours être le meilleur aussi, il faut accepter des fois de ne pas être le meilleur. Ça, c'est aussi quelque chose que maintenant, en vieillissant, j'accepte bien, mais qu'avant, je vous assure, j'acceptais pas trop, c'était que je voulais toujours être dans les meilleurs. Et pourquoi, en fait? Tout l'effort que je donnais pour être dans les meilleurs, maintenant, vous voyez, je préfère des fois faire plus de choses différentes et pas être forcément la meilleure, mais plus des choses qui ont du sens pour moi. Voilà, donc posez-vous toutes ces questions, je vous assure, vous allez avancer sur votre procrastination. Une autre chose qui peut être bien aussi pour les procrastineurs qui sont vite submergés ou ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment de découper le plus finement les tâches que vous avez à faire ou les projets que vous devez faire ou les révisions que vous devez faire. Enfin là, je parle beaucoup des étudiants, mais c'est la période. C'est vraiment de découper. Par exemple, vous avez une matière, j'ai toute la chimie à réviser. J'ai combien de modules dans ma chimie? J'ai 12 modules. Dans mes 12 modules, comment je les répartis dans mes journées? Dans ces 12 modules, est-ce que je fais tout? Est-ce qu'il y a des sous-modules? Et vous voyez, vous êtes pratiquement dans vos journées, heure par heure, vous savez ce que vous avez à faire. Et ça va vous rassurer énormément de dire le matin, je me lève à 9h, de 9 à 11, je fais cette matière, de 11h à 13h, je fais ça, ensuite je mange, ensuite je fais ça. En fait, ça va se dérouler comme ça vos journées, vous allez tellement être rassuré de vous dire j'avance quoi dans mes révisions, parce que j'ai tout planifié. Donc moi, c'est souvent ça que je découpe en tout petits objectifs. Par exemple, des fois, j'ai des missions qui durent un mois, et je me dis, ok, j'ai cette mission qui dure un mois, puis pendant ce mois-là, j'ai aussi ça à faire. Donc comment je vais placer cette mission qui dure un mois dans mes autres journées? Je prends mon agenda et je place tout comme ça en petits modules. Donc par exemple, la mission qui dure un mois, je la découpe en 12 tâches ou activités. Et je vais dire la tâche 1, je la ferai mardi après-midi, la tâche 2, je la ferai jeudi après-midi, la tâche 3, vendredi matin. Vous voyez, je vais tout mettre comme ça en petites choses. Et en fait, du coup, ça me paraît assez facile à réaliser. Alors que si je me dis, oh là là, j'ai un truc qui dure 30 jours, et je dois le placer, enfin, qui doit se faire sur 30 jours, mais qui dure en fait, 10 jours, je dois le placer sur mon mois, mais c'est comme un gros bloc, comme ça, je sais pas où le mettre, parce qu'il y a plein d'autres choses, j'ai l'impression que c'est impossible à mettre dans mon mois. Alors que si je découpe tout, je sais que j'avance, et après j'arrête la tâche, je fais autre chose, je reviens à la tâche, et je continue sur une autre partie de cette tâche. Parce qu'on a souvent dans la vie des projets qui vont en parallèle avec d'autres projets. C'est rare qu'on ait une seule chose à faire. Donc en fait, je mets tout en petites tâches et puis après je mets ça comme des briques dans mon agenda. Et après je bloque mon agenda par contre pour pas rajouter des choses. J'essaye le plus possible de bloquer. Et comme ça me rassure, je sais que ça va passer. Et c'est aussi plus réaliste parce que comme ça, si on voit que ça passe pas, on est obligé de remettre plus de jours dans notre agenda, donc de refuser peut-être d'autres choses pour être sûr que ça passe. Une autre chose aussi, moi, pour m'éviter de procrastiner, c'est que j'ai un bureau super accueillant. Franchement, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est hyper important que j'ai envie d'aller m'installer à mon poste de travail. Parce que déjà, si ça vous rebute d'aller dans votre bureau, rien que par exemple, l'autre fois, il n'y avait pas le chauffage dans mon bureau, et vous voyez, j'avais pas envie d'y aller. Je me suis dit, oh là là, il va faire 17, je vais arriver, je vais être gelée, j'ai pas envie de m'asseoir dans ce bureau froid, et en fait, rien que ça peut me faire procrastiner. Donc il faut que les conditions soient réunies pour que je travaille, qu'il fasse bon, que le bureau soit bien rangé, que, je sais pas, je me mets une petite musique, enfin, que l'environnement soit agréable, déjà, ça me donne envie d'aller travailler. Et ça, le bureau agréable, c'est très, très bien pour les procrastineurs qui s'ennuient, qui n'ont pas envie de faire des tâches. Donc moi, c'est un peu ce que je fais quand j'ai pas envie de faire une tâche, vraiment qui m'ennuie énormément.
je reviens à ma comptabilité, bah, ce que je fais, là, je me mets vraiment dans des super conditions de travail pour me dire, allez, je m'ennuie, mais c'est quand même agréable d'être là, donc allez, je vais le faire. Par exemple, je me fais un petit café. Vous voyez, là, je vais faire ma comptabilité. Donc, je me suis fait un petit café, et puis je me donne des petites récompenses. Par exemple, si je me dis, ah, c'est une tâche vraiment ennuyeuse que je dois faire pendant 2 heures, là, ou toute la matinée, ou toute la journée, eh ben, je vais me mettre une récompense derrière. Soit je vais me faire un bain, soit je vais regarder une série que j'aime bien, soit je vais manger un repas que j'aime bien, soit je vais sortir au restaurant. Vous voyez, je vais faire le jour où je sais que j'ai une petite récompense, parce que ça va me motiver, en fait, pour faire la tâche qui m'ennuie. En fait, c'est des tâches qui nous ennuient, on en a tous et toutes. J'espère que vous n'en avez pas trop. C'est souvent des tâches répétitives. Et il faut parfois les faire. Et donc, il faut trouver des subterfuges pour que votre esprit, il ait quand même envie de le faire. Donc, trouvez-vous des petites récompenses et faites pas ça peut-être un jour où déjà rien ne va, ou voilà, ou je sais pas, un jour où ça a été déjà dur le jour d'avant. Voilà, mettez-vous sur des journées. Moi, c'est souvent le vendredi. C'est très très souvent le vendredi que je fais mes tâches ennuyeuses. Vendredi après-midi. Parce que je sais que je vais être fatiguée, que je vais être lente, que je vais avoir ma semaine dans les jambes, dans le cerveau aussi. Et donc je garde un peu mes tâches répétitives au bureau pour le vendredi après-midi. Et je me mets dans un environnement calme. Et je sais qu'après, derrière, il y a le week-end, donc ça passe. Et enfin, je dirais pour tous les types de procrastination, le plus important, mais ça, je dois vraiment aller chercher ça quand je sens que je n'avance plus du tout, c'est le sens. C'est pourquoi je fais le travail, en fait. C'est ça, c'est vraiment la clé. C'est ok, là je fais un travail, j'ai pas du tout envie de m'y mettre, ou je n'avance pas, ou je galère, j'ai l'impression que je ne vais jamais finir ce truc. Des fois ça m'arrive, vous savez, on a des coups de mou où on se dit on va pas y arriver. Et ben en fait là il faut se raccrocher à pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Peu importe votre motivation, que ça soit pour l'argent, pour vos valeurs à vous, pour un objectif qui est ultra important même au niveau personnel, je ne sais pas, même je vous dis même l'argent c'est un objectif qui est louable. C'est un peu tabou, on n'ose pas en parler, mais parfois, moi, il y a des tâches, je les fais que pour l'argent. Je sais que c'est ennuyeux pour moi, mais c'est des tâches que je peux faire en me disant, mais je vais gagner tant, et donc ça va me permettre de faire ça, ou d'aller en vacances, ou je ne sais quoi. Ça peut être une motivation. C'est pas la seule, parce que si j'avais que ça, franchement, je pense pas que je pourrais travailler tous les jours. 3/4 de ce que je fais, je vais dire, je le fais plutôt parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, qui est agréable pour moi, qui a du sens dans ma mission de vie. Je raccroche ça à ma mission de vie, pourquoi je suis là en fait, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, pourquoi je suis là. Donc moi il faut que ce que je fasse ait du sens, sinon j'ai beaucoup de mal. Et quand je vois que je galère, en général c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens pour moi. Mais bon, faut le faire. Par exemple la comptabilité, je reviens à ça, quand je le fais je me dis mais voilà c'est horrible. Mais je le fais pour l'argent parce qu'en fait j'ai une entreprise et puis il faut faire sa comptabilité, c'est une obligation légale, réglementaire, je dois payer la TVA et puis c'est comme ça aussi que je peux me verser un salaire, sinon j'ai pas de salaire quoi. C'est parce que je fais ma comptabilité, que je fais mes factures et que j'encaisse des chèques ou des virements que je peux me payer. Donc c'est pour avoir mon salaire. Voilà, typiquement la comptabilité je ne le fais pas par plaisir et pour moi ça n'a aucun sens tous ces chiffres, mais je le fais parce que j'ai envie d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc c'est tout à fait honorable. Mais quand je le fais, parfois j'y pense. Je me dis, bon allez, il faut que tu fasses ça, comme ça après t'auras ta paye, ou t'auras une paye, tu pourras aller acheter des cadeaux de Noël pour les gens que tu aimes. Voilà. Mais ça doit pas être votre but premier, parce qu'en fait, ça c'est... Même en se disant ça, c'est quand même dur. Donc il faut quand même que vous ayez quand même pas trop de tâches ennuyeuses dans votre vie. Donc moi, à part la compta, en fait, tout ce que je fais, j'aime bien. Tout ce que je fais, le reste, j'aime bien. Franchement, j'ai pas vraiment de trucs qui m'ennuient terriblement ou qui me semblent impossibles. J'ai de la chance, mais c'est aussi parce qu'avec les années, j'ai orienté mon travail pour que ça soit comme ça. C'est pas que de la chance. J'ai changé plusieurs fois de travail dans ma vie. J'ai dû changer 6 ou 7 fois de travail. J'ai 43 ans. Et là, ça fait 5 ans que je fais plus ou moins... que je suis à mon compte et que je fais plus ou moins la même chose. Mais quand je vois que je m'ennuie dans une tâche, j'oriente et je fais autre chose. Et je fais des nouvelles choses et je teste des choses. Vous voyez, je reste pas dans une zone où ça m'ennuie. Donc essayez de voir si vous pouvez. Mais je le fais pas d'un coup, j'ai pas fait de grosse rupture. En fait, j'adapte un peu mon travail à ce que j'ai envie de faire. Alors je sais que on peut pas le faire tout le temps, mais on peut quand même pas mal le faire. Hein. Moi, dans ma carrière, enfin, j'ai pas encore fini, mais j'ai eu plusieurs postes où ça m'ennuyait, certaines choses, et soit j'ai demandé à changer en interne dans les entreprises pour évoluer sur mon poste, soit j'ai quitté l'entreprise quand j'ai vu que je pouvais pas évoluer et j'ai pris un autre poste ailleurs. Faut pas avoir peur de ça, en fait. Ça me faisait moins peur de changer de poste que de rester à un poste qui m'ennuie. Ça, pour moi, c'est pas possible. Donc, quitte à des fois, j'ai descendu mon salaire, des fois, je suis partie de CDI pour arriver sur un CDD, j'ai pris des risques professionnels aussi,
mais parce que je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi et surtout pas aller au boulot et m'ennuyer tous les jours, quoi. Donc la sécurité de l'emploi ne vaut pas, je vous assure, un ennui, parce que de toute façon après on devient un procrastineur et on n'est pas fier de soi parce qu'on n'avance pas dans notre boulot, parce que ça nous plaît pas et on perd de l'estime de soi. Donc peut-être des fois il faut prendre quelques risques, voilà, mesurés. Voilà, moi je suis la reine des risques mesurés. Je prends des risques mais petits, tout petits. Et j'avance comme ça, pas à pas. Alors peut-être ça prend plus d'années que quelqu'un qui va brutalement changer de carrière, tout balancer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour changer complètement de vie. Et ça, j'admire les gens qui font ça. Moi, j'aurais été incapable parce que j'avais toujours cette sécurité qu'il me fallait que j'ai, financière, matérielle, et puis cette sécurité intérieure, quoi, pas me retrouver sans rien. Mais j'ai quand même réussi à moduler mes activités. Et maintenant, j'ai un travail où je vous dis, je pense aller même 80-90% de ce que je fais. Bah, ça me pose pas de problème, je m'ennuie pas quand je le fais, j'ai envie de le faire. Et puis 10, 15, 20%, ça dépend des mois, où là je me dis, ça c'est pas marrant, mais il faut le faire. Voilà. Et donc là je peux procrastiner. Et là je crois que je suis dans cette semaine-là où je procrastine et que je suis sur des tâches qui m'ennuient parce que c'est des tâches de fin d'année un petit peu. Et bon, bah il faut les faire, ça ira mieux au mois de janvier. Donc écoutez, cette vidéo a duré bien longtemps. J'espère qu'elle vous aura permis de vous poser peut-être ces questions-là. Quel procrastineur êtes-vous? Est-ce que vous l'êtes? Peut-être pas du tout. Peut-être c'est pas du tout dans votre tempérament de procrastiner pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Peut-être vous êtes tout le temps hyper motivé. Bah, dans ce cas-là, donnez-nous vos secrets en commentaire, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo. Et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas.